Et bonjour! Alors, on se fait un petit coucou rapide ce matin. On est le jeudi quelque chose avril. Je me souviens juste pas c'est quoi, 28, 27, 26, 25, 24, 24, je pense, avril. Et ben voilà, on commence un nouveau vlog livresque parce que ben j'ai beaucoup tourné finalement dans les derniers jours et j'ai juste de clore le vlog précédent. Alors, on se part une nouvelle semaine. Aujourd'hui, il fait super beau. C'est ma journée au boulot où je suis en librairie pour faire des acquisitions pour la bibliothèque. Donc, je vais être submergée dans les livres. Mais pour ceux qui ne le savent pas, les bibliothécaires qui font des achats, quand on va faire des acquisitions, c'est pas comme une journée d'achat super joyeuse et relaxe. En fait, il faut évaluer selon des critères spécifiques d'acquisition, une quantité assez phénoménale de nouveautés mensuelles. Donc, on n'est pas là assis à feuilleter les livres. Donc, c'est toujours une joie. En même temps, c'est comme si il fallait qu'on évalue en lecture rapide ou en, disons, dégustation rapide tout le contenu d'une pâtisserie qui nous offre une multitude de choix pour savoir lesquels rencontrent les critères de qualité et d'intérêt que, disons, je sais pas, moi, nos futurs dégustateurs ont envie de manger. Voilà le parallèle. Donc, voilà, je me dirige vers ça. J'ai une lecture en cours. C'est le fameux livre que j'ai commencé la semaine dernière, donc, en fait, au début de la semaine, qui est The Stranger's Diaries de Ellie Griffiths, qui est la première enquête de, je me souviens jamais en plus du nom, j'ai juste de l'entendre, Elderband, je pense, quelque chose comme ça. Donc, d'une série, en fait, d'enquêtes dans laquelle on va suivre une enquêtrice et son acolyte. Mais dans le fond, dans celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence dès le départ en suivant une professeure de littérature anglaise qui évolue au sein d'une école et tout ça, et qui enseigne, entre autres choses, la littérature, la création littéraire, et qui a tendance à souvent utiliser l'œuvre d'un auteur, je pense que c'est Holland, qui a écrit une nouvelle qui s'appelle The Stranger Diaries. Il me semble que c'est ça, quelque chose comme ça. Ou The Stranger, je pense, c'est comme ça. Et elle l'utilise, c'est un peu une histoire un peu bon, de fantômes et tout, puis elle l'utilise pour évidemment montrer la construction et tout ça, pour attiser aussi la curiosité des élèves. Mais c'est aussi, elle, un auteur qui l'intéresse, pour lequel elle veut faire, en fait, un livre. Et bref, on va la suivre un peu là-dedans. Et en fait, rapidement, dès le début, on va comprendre que sa meilleure amie et collègue va être retrouvée assassinée à la maison, alors que c'est quelqu'un de qui est très proche. Et là, bien évidemment, la police va s'en mêler. Puis bon, ben, elle, c'est évidemment, par-delà le choc du fait que c'est sa meilleure amie qui est décédée, elle va essayer de savoir de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une petite note qui a été laissée à côté d'elle qui fait référence à des paroles d'une pièce de Shakespeare, mais en même temps, ça fait aussi référence potentiellement à la fameuse nouvelle de Stranger qu'elle a. Puis on va la suivre. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir plusieurs points de vue. On va avoir son point de vue à elle. On va avoir le point de vue, en fait, des extraits, on dirait, à moins que j'ai mal compris, de la nouvelle en tant que telle, de l'auteur, donc de Stranger. Et là, on vient d'embarquer dans une partie où c'est narré par l'enquêtrice, la fameuse enquêtrice. Donc, jusqu'à maintenant, au niveau de la construction, c'est super original. Je pense pas que c'est nécessairement une nouvelle pour laquelle la finesse de la plume n'est pas nécessairement mise de l'avant. C'est vraiment plus une plume qui est utilitaire, mais jusqu'à maintenant, ce que je trouve original, c'est les personnages qui sont mis de l'avant, les mécanismes narratifs qui sont mis de l'avant, puis la structure, puis ce qui est proposé comme façon de présenter l'histoire. Donc, on va voir pour la suite. Sinon, je continue en fait mon défi de Un jour, un graphique qui est proposé par la bibliothèque de Laurie. Elle décide de faire ça cette semaine. Il y a plusieurs comptes qui en proposent, mais bon, cette semaine, j'ai décidé d'embarquer avec elle. Donc, à chaque jour, je lis une BD ou un roman graphique. J'en ai plusieurs à la maison. Vous savez, j'en avais beaucoup en retard de la bibliothèque. Donc, j'en ai lu 3 au début de cette semaine. À date, c'est pas mal tous, ça a tout été des réussites, des super expériences de lecture. Mais bon, il me reste 4 jours à faire, donc je vais voir ce que je vais choisir pour aujourd'hui. Mais je vais attendre à la fin de ma journée pour voir dans quel état je vais être. Habituellement, c'est des journées, comme je vous dis, au boulot où c'est intéressant, mais je suis super fatiguée parce qu'évidemment, c'est super demandant au niveau intellectuel. Donc, quand je reviens souvent, j'ai plus comme envie de me vider la tête. Donc, je ne sais pas si je vais avoir envie de lire un gros roman graphique parce qu'il m'en reste un. Il me reste, je pense, l'adaptation en BD de Gone with the Wind, le tome 2. Mais bon, je connais déjà l'histoire, peut-être que je pourrais lire. Il me reste aussi une BD que j'avais vu passer, il me semble, chez
Je me souviens plus. Steph de Piketty, Le souffle des mots. Je me souviens plus où j'avais vu passer. Il me reste une petite BD jeunesse. Il me reste le deuxième tome de Planétarium Ghost Travel. Mais là, j'aimerais ça être vraiment en état pour pouvoir en profiter. Bref, je vais vous en reparler. Alors, sans plus tarder, allez, on lance le tout. Et bonsoir, alors un petit coup rapide pour vous dire que finalement, j'ai fini ma journée complètement crevée, comme prévu. Ça s'est bien passé, mais je suis complètement lessivée. Puis là, j'en suis à venir chercher mon roman graphique de la journée et je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Je suis un peu tentée par le roman graphique jeunesse parce qu'il est un peu plus court, mais je vais voir. Donc voilà. Voici mes choix. Voilà. Gone with the Wind, le tome 2. C'est Quand j'ai froid. La BD dont je vous parlais, dont j'avais entendu parler. Je pense que c'était chez finalement Alex Bouquet en Prada. Le petit jeunesse, c'est celui-ci qui a l'air assez rigolo. Donc, le jour de la réglisse à la barbe à papa. C'est un tête bêche. Donc, il y en a 2 à l'intérieur. J'ai mon Planétarium. Oups, c'est un manga. Planétarium Ghost Travel, le tome 2. Mais là, je pense que je suis trop fatiguée. J'avais ces 2 BD-là qui étaient en anglais, que je trouvais intéressants. The Oja Woja de Magdalene Visaggio et Jen Saint-Onge, qui est un peu du aventure fantastique. Non, c'est écrit Horror, Mystery or Whatever. Donc, ça donne un petit peu humoristique. Et celui-ci qui était The Night Librarian. Donc, aussi du jeunesse. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Je tergiverse encore. Alors, je viens tout juste de terminer ma lecture du roman graphique du jour et c'était un excellent choix que j'ai fait. Donc, c'était Quand j'ai froid de Valentine Choquet et chez les éditions de La Gouttière. C'était super beau, doux, parfait. Coup de cœur. Donc, je lis la 4e de couverture. C'est l'hiver. Louise mène un quotidien calme, solitaire et rythmé par ses études sur Paris. Un soir, frissonnante, elle rencontre pour la première fois André, une petite mamie qui a la bougeotte, le sourire aux lèvres et une myriade d'histoires à raconter. Des histoires de mares gelées et d'écharpes réconfortantes, des histoires de fleurs symboliques et de grand amour. Mois après mois, saison après saison, les 2 femmes partagent de doux moments présents et des souvenirs passés. Des souvenirs néanmoins de moins en moins précis. Donc, c'est l'histoire d'amitié et d'amour, entre guillemets, improbable, en fait, pas improbable, mais ouais, improbable, mais pas impossible, entre cette jeune femme-là qui arrive à Paris pour étudier et qui, on la voit dans sa petite chambre d'étudiante, très, vraiment un peu déboussolée, sans repère, sans motivation. Et en effet, elle va tomber sur cette fameuse petite mamie-là. Et quand cette mamie-là va entrer dans sa vie, on sent que tout de suite, ça va débloquer quelque chose chez la fameuse Louise. Donc, peut-être, je ne sais pas si c'est lui rappeler sa famille ou lui donner un sentiment d'appartenance, une complicité, aller chercher auprès de cette personne-là, comme un peu la simplicité puis l'essentiel, mais aussi développer la confiance en elle-même puis en la vie. Ce qui est particulier là-dedans, c'est bien entendu que les personnages sont originaux. Cette idée-là est intéressante. Bon, l'éclairage générationnel, on l'a vu souvent, mais c'est intéressant parce que cette fois-ci, c'est la petite mamie qui va se diriger vers la jeune étudiante timide et qui en a... C'est une petite mamie qui, malgré le fait qu'elle a vécu une longue vie, on sent que les gens importants pour elle sont derrière elle, malheureusement, ont quitté en fait l'existence avant elle. C'est quelqu'un qui est plein de joie de vivre, de pétillance et tout ça. Puis ce qui est remarquable dans ce roman graphique-là, c'est la proposition qu'elle va faire comme narration. Donc, c'est une narration qui est comme à 99% muette, donc c'est du sans texte. Sauf pour la rencontre de la fameuse... Maintenant, je suis tombée juste dessus. Mais la fameuse rencontre, on va la voir ici, entre Louise et la mamie. On va voir ici qu'il y a des paroles qui vont apparaître. Donc, c'est seulement pour la prémisse. Il va y avoir un autre moment où ça va parler, c'est dans l'épilogue, mais je ne vous en parlerai pas. Mais sinon, comme par exemple, la première fois où la mamie va raconter ses histoires, on va y aller dans du sans texte, donc comme ça. C'est à nous
à nous inventer ce qu'elle va nous dire. Et là, ce qu'on voit ici, c'est un bon exemple, c'est que la mamie va nous raconter ses histoires et on va passer en mode passé. Donc, avec la colorimétrie, on va comprendre par la force des choses que tu es en train de nous raconter un souvenir. Donc, c'est super intéressant. On va alterner entre le présent et le passé par le biais des souvenirs de la mamie. Il va y avoir un peu des genres de chapitres qui sont un peu liés aux saisons finalement. Comme là, par exemple, si on arrive à un chapitre. Donc, et ces chapitres-là sont liés aussi à des saisons un peu dans la vie de la mamie. Puis plus ça va aller, plus la mamie va parler de ces histoires-là, plus, comme je vous dis, Louise va s'épanouir, s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres et commencer à développer des liens même en dehors, évidemment, de cette bulle-là qu'elle a dans son appartement, dans son immeuble, en fait, de logement où elle habite avec cette mamie-là. Elle va commencer à se lier avec les gens avec qui elle étudie, il va avoir un petit peu une histoire d'amour et tout ça. On sent beaucoup aussi les effets miroirs, parce qu'évidemment, il y a des choses qui vont être transmises un peu, on dirait presque de génération en génération. Même si c'est pas la grand-mère officiellement de Louise, on sent qu'il y a comme ce rôle-là qui est un peu joué là-dedans. Puis la façon dont elle se fait raconter le fameux grand amour que Louise semble avoir vécu et comment c'est elle qui a osé faire les premiers pas alors qu'à l'époque, ça se faisait pas du tout. On dirait que ça va comme un peu inspirer Louise dans tout ça. Bien entendu, tout ne sera pas super rose parce qu'éventuellement, la fameuse mamie va commencer à avoir de la difficulté à garder en mémoire tous ses souvenirs. Puis ce que ça va donner, ça aussi, c'est un autre un moment de génie, là, je trouve, de la part de Valentine Choquet, c'est d'avoir exprimé la perte de mémoire de la fameuse mamie par le fait qu'elle va de moins en moins arriver à distinguer clairement les photos qu'elle a mises sur son mur. Là, vous allez voir que d'un côté, il y a l'appartement de Louise qui commence à se garnir de photos de son côté parce qu'elle avait avant un mur vide et l'appartement de Louise en parallèle qui est plein de photos, mais qui comporte des photos qui sont comme blanchies, surexposées, comme si on n'arrivait pas vraiment à les voir. Donc, l'appartement de Louise qui commence à avoir une vie, qui commence à prendre vie. Et voyez-vous, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a des photos qui sont comme blanchies. On ne le voit pas très bien. Je ne sais pas si je vais voir si je... Mais bref, c'est une façon d'exprimer ça. J'ai trouvé ça super. Puis plus ça va aller, puis plus il va y avoir de photos sur ce fameux mur-là qui vont commencer à perdre un peu leur leur précision. Puis je vais juste voir si j'arrive à vous montrer le moment où il y a vraiment le grand choc où la fameuse mamie va commencer à complètement perdre ses repères. C'est qu'elle va avoir de la difficulté à reconnaître même Louise. Non, je pense pas qu'on l'a. Mais je vais vous laisser le découvrir de toute façon. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'éventuellement, on va comprendre qu'il va peut-être avoir un certain départ de la fameuse mamie vers peut-être quelque chose d'autre. Mais avant que ça se passe, elle va arriver dans un moment où elle va être confrontée au fait qu'elle ne se souvient plus de rien. Puis je trouve que c'est tellement évocateur. Regardez dans quoi on va la mettre, alors que le restant du livre, elle était dans un appartement qui était tout en couleur, mais elle va se ramasser dans un appartement esquissé seulement. Elle ne va plus du tout savoir où elle en est. C'est super touchant. En même temps, c'est comme plein d'espoir parce qu'on est vraiment dans la transmission d'une soif de vivre de cette mamie-là à une prochaine génération. Louise qui va avoir une soif de vivre aussi. Puis, on n'est pas non plus dans l'apitoiement, bien sûr, qui semble avoir des émotions, des moments de deuil par rapport à justement cette mémoire-là qui s'en va, puis cette mamie-là qu'on sent qui ne sera pas toujours dans les parages. Mais en même temps, ce qu'on retient, en fait, c'est juste que la joie de vivre, ça se transmet. Puis c'est comme ça qui est au centre qui a toujours été au centre de la vie de la petite mamie, même en vieillissant, même en commençant à perdre ses repères. Puis à partir du moment où elle a commencé à être de moins en moins capable de transmettre la joie de vivre parce qu'elle était trop perdue, mais elle avait déjà eu le temps de transmettre ça à Louise, qui a comme un peu pris le relais. Donc c'est vraiment beau, super touchant. Là. Sérieusement, c'est... je pense que c'était chez Alex Bouquet dans Product, j'en avais entendu parler. Je ne suis pas certaine, mais il me semble que oui. Puis, je l'ai emprunté, moi, à la bibliothèque, donc il est en bibliothèque. Potentiellement, c'est sorti ici au Québec au début 2024, mais vraiment,
allez-y, c'est clair qu'il va falloir le prendre dans ma bibliothèque. C'est tellement... c'est parfait, c'est fin, super bien exploité. Scénarisation, découpage, narration visuelle, absolument exquise et juste. Je connaissais pas du tout cette créatrice-là. Puis ben là, je suis vraiment soufflée parce que ce qu'elle nous propose là. Donc, ben voilà. C'est une super belle lecture d'un roman graphique. À date, jusqu'à maintenant, c'est 4 en 4. Là. J'ai été déçue par aucune de mes lectures. Bon, vous allez me dire, c'est moi qui les ai choisies, mais des fois, on choisit des lectures, puis finalement, ça ne s'avère pas nécessairement être le coup de cœur espéré. Mais dans ce cas-ci, en tout cas, ça a été... c'est vraiment beau. Ça donne juste le goût de le relire de nouveau. Alors écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais poursuivre ma soirée, mais ben voilà, je voulais juste vous parler de ma lecture. Sinon, ben, je poursuis toujours ma lecture audio, justement, qui est absolument dans un autre ordre, mais que plus ça va, plus j'apprécie vraiment la structure narrative. Là, je vous disais de voyons, je vais le dire, là, The Stranger Diaries d'Ellie Griffiths. C'est vraiment original. Puis en fait, plus ça va, plus on se rend compte qu'il y a des parallèles littéraires qui vont se passer, des parallèles entre... en tout cas, les points de vue vont se multiplier. Ça va être des petits clins d'œil à différents classiques de la littérature gothique. De la façon dont on va avoir qu'on va construire l'histoire et tout ça. Donc, ça, moi, j'ai moins de référents, mais je pense que c'est vraiment mis de l'avant comme ça. Puis plus ça va, puis plus on a des points de vue qui se multiplient, puis moins on est sûr de sur quel point de vue on devrait se fier pour pouvoir avancer. Fait que on n'est vraiment pas dans le même univers, mais j'aime vraiment beaucoup ma lecture audio finalement. Je ne m'attendais à rien. Puis jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. On va toucher du bois pour la suite. J'ai du bois ici à côté de moi. Mais je pense que je suis rendue presque aux 2 tiers. Donc, à mon avis, à moins vraiment d'un revirement majeur, ça devrait me plaire jusqu'au bout. Alors, allez, à bientôt. Et bonjour! Alors, on se retrouve en ce vendredi 25 avril avec ma face de congé forcé parce que santé. Rien de grave, mais voilà. Ça fait vraiment pas bien aujourd'hui. Mais bon, je vais quand même vous montrer quelques petits trucs parce que j'ai réussi à lire un tout petit peu aujourd'hui et j'ai reçu des petites choses que j'avais commandées. Et voilà. Donc, je vais commencer, je pense, par ma lecture. Je pensais lire que ce serait mon roman graphique de la journée parce que comme je ne l'ai pas très bien, déjà en pleine journée, puis bon, j'ai de la misère un peu à me concentrer, ben, je m'étais dit, je vais faire un petit roman graphique, je vais prendre le roman graphique jeunesse dont je vous parlais. Cela dit, c'est la plupart du temps classé en album jeunesse. Puis là, j'ai rencontré une espèce de dilemme de bibliothécaire par rapport à ça. Mais bref, c'est celui-ci. C'est un album, en fait, moi, je l'ai appelé une BD tête bêche. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est le jour de la réglisse à la barbe à papa et ou le jour de la réglisse à l'air féroce. C'est de Pierrette Dubé et Samuel Quentin. C'est publié chez Monsieur Ed. Donc, c'est une histoire qui a 2 côtés de lecture. Et moi, j'ai commencé par, je sais pas, là, je suis très conventionnelle. Là. De l'autre côté, on a l'ISBN, donc je me suis dit, je vais commencer par celui-là. Et c'est l'histoire d'une bande d'amis qui vivent dans une ville où, en fait, du côté de la barbe à papa, où une fois par année, il y a une confiserie qui fait de la réglisse à la barbe à papa. Elle en fait une quantité limitée, puis c'est juste une fois par année. Puis c'est super populaire. Puis dans le fond, on va suivre, je me souviens déjà plus de son prénom, on va suivre Mademoiselle Juliette, donc qui veut aller chez Madame Nougat. Le plus rapidement possible et on va la voir se préparer et préparer son plan. Elle va manger tôt, elle va manger quelque chose qui est comme super énergétique et tout. Et elle va essayer d'arriver avant eux. Et surtout avant lui, qui est Mathéo. Donc, va s'en suivre plein de choses. Elle va faire son trajet, il va y avoir plein d'imprévus. Ça va être rigolo. Il va falloir qu'elle fasse des détours, qu'elle contourne un rat qui mange, je me souviens plus quoi, c'est très drôle, attends un petit peu. Un rat qui mange de la pizza. Un rat jaune?
Non, un rat aux longues dents qui mange de la pizza. Et il va finir par arriver là-bas et elle va être la première et elle va acheter toute la réglisse. Puis quand les autres vont arriver, il n'y en aura plus. Et on va voir quelle décision elle va prendre par rapport à ça. Est-ce qu'elle va la manger seule ou est-ce qu'elle va oser en partager? Ensuite, il va s'en suivre une grosse tempête, juste comme au moment où la décision a été prise par Juliette, et on ne saura pas finalement si c'est bon la réglisse à la barbe à papa. On nous dit de recommencer l'histoire de l'autre côté, et je l'ai faite. Cette fois-ci, on va suivre Mathéo. Mais cette fois-ci, c'est Mathéo qui va chercher la réglisse à l'air féroce. Et dans celui-là, c'est un monde qui a l'air un peu plus hérissé, disons, un peu plus absurde. Donc, c'est bien sûr un concept d'histoire où on accepte le fait qu'il y a de l'absurde, on accepte le fait que, en fait, à partir du moment où il y a l'événement perturbateur qui est au centre du livre, ça va faire en sorte que l'histoire va dériver dans les ornières et il va y avoir des choses qui sont complètement invraisemblables qui vont arriver dans le jour de la réglisse à l'air féroce. Mais là, plus on va avancer dans le jour de la réglisse à l'air féroce, puis plus on va se dire, est-ce que c'était ça, en fait, l'histoire de base? Et le jour de la réglisse à papa, c'est la version absurde. Est-ce que les deux ont pu se passer en même temps? Parce qu'évidemment, on va revoir le même trajet, mais version Mathéo ou Juliette, les mêmes obstacles, mais qui n'ont pas nécessairement les mêmes conséquences, mais avec les mêmes en fait, ils ont des conséquences sur les mêmes personnages qui sont victimes des conséquences de leur trajet, mais c'est pas les mêmes conséquences. Et puis, c'est pas exactement les mêmes personnages, puis c'est complètement déjanté. Donc, c'est super intéressant. Moi, quand en fait j'ai terminé ça, je me suis dit, il y a quelque chose que j'ai raté. Mais ça, c'est vraiment un exemple que je suis sûre qu'un enfant ne se poserait même pas la question. Là, c'est moi, l'adulte, qui se dit juste, j'ai-tu manqué quelque chose? Mon anxiété de première de classe, de dire, j'ai-tu... Mais c'est fait pour ça. J'ai relu par la suite et c'est fait justement pour offrir, en fait, aux enfants une histoire à deux tendances. Donc, une histoire plus aventureuse avec Juliette et une histoire plus chaotique et inquiétante et complètement pétée du côté de Mathéo. Mais cela dit, on a vraiment l'impression, comme c'est les choses, on se dit juste, est-ce que ça se peut que ça se passé avant ou que c'est ça finalement qui a eu l'impact? Puis on joue vraiment dans le continuum espace-temps. C'est une super bonne façon de faire découvrir aux enfants, en fait, comment une histoire est écrite, comment, justement, les péripéties peuvent avoir un impact, puis surtout comment, en fait, avec l'imaginaire, tout est possible. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça, finalement, après, là, après une fois que j'ai eu décroché de ma soif de tout comprendre. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Et je vous explique l'espèce de... Ça, c'est pas nécessairement important, mais l'espèce de dilemme. Moi, je l'avais considéré comme un roman graphique, une BD, disons, première BD. La façon dont ça avait été présenté. L'éditeur le présente comme un album jeunesse, donc une histoire en continu, un album tête bêche. La plupart des endroits où, en fait, cette bibliothèque-là où je suis abonnée l'ont mis en album. À notre bibliothèque, on l'a mis en album aussi. Parce que, dans le fond, j'imagine que c'est catégorisé. Ça a été analysé puis on considère que c'est un album. Absolument, on se fie quand même aussi sur comment l'éditeur le présente. Mais, pour moi, c'est une première BD. Je vais vous expliquer pourquoi. Puis en même temps, ça va vous permettre de vous prononcer aussi. Est-ce que pour vous, une BD, par défaut, ça a des cases fermées? Puis est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait des phylactères? Avec l'avènement du roman graphique, on a quand même connu des romans graphiques qui ont été considérés comme des romans graphiques ou des docu-BD, puis qui n'avaient pas de phylactère. Donc, pour moi, ça ouvre un peu les perspectives. Quand on commence, évidemment, par exemple, du côté de Juliette, on est comme ça, puis on se dit, bon, c'était juste un album avec beaucoup de texte. Mais rapidement, on va voir la préparation de Juliette, et puis rapidement, on va quand même comprendre que non, il n'y a pas de cases, mais il y a quand même un découpage en 4 actions, avec peut-être une pleine page. Il y a des endroits où, ici, on va mettre des indications sur les personnages, qui ne sont pas des phylactères, mais qui est comme un petit peu, en fait, des façons de réfléchir et tout ça. Et par la suite, on va avoir des pseudo-cases. C'est pas contourné en noir, mais l'action fonctionne vraiment comme ça. Donc, pour moi, je considère que c'est une première BD parce qu'en fait, dans les premières BD, habituellement, ce qu'on essaie de viser, c'est
de faire comprendre à l'enfant le fait que, en fait, il y a un suivi, une action, puis comment on peut comprendre le découpage des BD, parce que c'est pas un sens de lecture régulier. Quand on se fait lire une histoire, quand on est enfant, on se fait lire ça d'une couverture. En tout cas, en Occident, on se fait lire de gauche à droite, puis on sait que le contenu va être sur 2 pages et tout ça, mais il n'y a pas nécessairement de notion de haut en bas, puis de gauche-droite à partir d'en haut, ou inversement si on est, dans le fond, en Orient, puis que c'est vraiment à partir pour nous autres, la droite. Donc, puis après ça, on va aller vraiment pour nous autres à l'envers, mais pour leur sens de lecture à gauche qui est le sens japonais. Donc, la BD, c'est ça aussi. C'est d'apprendre cette notion-là, comprendre le découpage. La preuve, c'est qu'il y a des premières BD qui sont sans texte, puis qu'on comprend très bien l'histoire sans nécessairement avoir besoin de texte, puis qu'on a compris qu'il y avait un découpage puis une suite d'actions. Donc, pour moi, je le considère quand même comme une BD. Puis là, c'est pas juste à cause du défi. Là, c'est pas que je vais essayer de vous passer un album dans les un jour, un graphique. Mais je le considère comme une première BD. Puis je voulais justement en fait, vous demander si jamais pour vous, comment vous percevez les BD ou romans graphiques dans ce cas-ci, ou comment vous percevez ça? Est-ce que pour vous, phylactère et en fait, cadre, donc carré, séquence, c'est nécessaire pour vous ou ça peut se faire sans carré fermé. Par exemple, je pense que les picobugs, il me semble que les picobugs n'ont pas des carrés déterminés. Souvent, les BD, certaines BD belges vont avoir quand même la notion de carreau. Ça va souvent être, par exemple, les BD qui sont dans une page, un gag, là. Ou alors, par exemple, les Anna sont considérés comme des BD, mais c'est vraiment un principe d'album comme ça. Les autres là, que j'aime vraiment beaucoup, là, les Kikwa. Donc, les premières BD européennes ont cette approche-là déjà. Donc, de ne pas enfermer tout de suite dans des cases, mais de vraiment juste apprendre à déjà en fait, on comprenne que l'action va des fois se passer à plusieurs dans l'ordre sur la page, puis essayer de voir dans quel sens logiquement on doit le suivre, puis que s'il y a des dialogues techniquement, on soit capable de le comprendre quand même. Donc, pour moi, c'est la première BD. Mais bref, manifestez-vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La preuve, ici à date au Québec, ça va être placé en album dans votre bibliothèque si jamais vous le cherchez, ou à la librairie si vous voulez l'acheter. Mais bon, je suis quand même curieuse de voir comment vous percevez ça. Et sinon, au niveau de cette œuvre-là, originale, c'est très original. Donc, super intéressant, je pense, à découvrir en famille, à découvrir à l'école aussi. Il ne faut pas avoir peur de sortir des ornières, d'aller à l'envers, à l'endroit, d'interagir avec le livre, de revenir, de voir qu'est-ce qui se passe exactement. Bon, voyez-vous, on en a un phylactère quand même ici, là. Donc, pour moi, je reviens encore sur mon truc, là. Mais bref, c'est vraiment une façon, justement. Puis, si d'un côté, ça a l'air toute lisse, sachez que le côté de Juliette, si sa couverture, son fond de couverture est rose, on n'est pas dans les clichés, là. Parce que Juliette, elle opère, puis elle a décidé qu'elle serait la première. Puis, son goûter énergétique, juste pour vous donner un petit punch, c'est un sandwich à la sauce piquante. C'est sa recette énergétique secrète. Pour ceux qui ont peur que ce soit... Puis sinon, on en a joué vraiment avec les clichés, là. Rose et bleu, on va suivre Mathéo. Puis Mathéo, il est aussi déterminé, mais... Puis il va chercher des réglisses à la féroce. Mais lui, par contre, il dévore un sandwich à la barbe à papa le matin. Je dis ça, je dis rien. Donc, super bonne lecture que je vais rentrer, je pense, dans mes romans graphiques pour un jour, un graphique. Sinon, ce que j'avais à lire, mais pas ce que j'avais, mais ce que j'aurais aimé lire, puis ça se peut quand même que je lise un peu plus tard parce que ça appartient à la bibliothèque où je travaille, puis je me suis dit que ça se peut que ce soit demandé, donc je vais le rapporter plus rapidement. C'est juste que j'ai hyper mal à la tête, donc ça va dépendre dans quel état je suis. Mais c'est ça dont je vous parlais, le deuxième tome de l'adaptation de Gone with the Wind, qui était faite par Pierre Alahi. C'est chez Rue de Sèvres. Donc moi, j'avais lu le premier tome, j'ai lu l'histoire originale. Puis on est dans une mise en image qui ressemble à ça ici. Donc, je vais regarder si je le lis ou pas. Puis, ben voilà. Sinon, dans les derniers jours, je suis encore allée dans un endroit qui est pas très bon pour la santé. Mais et voici encore la fameuse petite collection. J'ai reçu Mary Shelley. Je suis bien contente. La dernière fois, je pense que j'avais eu des boxeurs, mais là, Mary Shelley. Fait qu'encore une fois, on a ici. Je peux être une auteure d'une histoire d'épouvante. Fait qu'encore une fois, comme je vous disais, pour ceux qui ne sont pas au courant, hey, c'est cool, je peux faire un masque de monstre. Avez-vous ça? Wow!
excellent. Mais encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une version raccourcie, en fait, adaptée de livres qui existent déjà dans la collection de Petite à Grande au Québec. Ici, ça, c'est chez publié par, même la version française, par Francis Lincoln. Je pense que c'est britannique. Mais en fait, d'habitude, les droits pour la version française ont été achetés ici au Québec par la Courte Échelle. Donc, je pense pas qu'on a encore rendu à Marie Shelley, mais si jamais vous voulez, sachez que c'est une collection qui existe. Mais tu sais, je trouve ça quand même le fun qu'on ait une biographie. Puis là, ben, ils sont allés dans quand même une autrice qui a toute une réputation. Sinon, j'avais décidé de faire l'acquisition de 2 nouveautés, dont la nouvelle publication du Renard Doré, en fait, de Rue de Sèvres, La Belle, le Renard Doré. Ceux qui ont fait mon planétarium Ghost Travel qui est là. C'est leur nouvelle publication et c'était de Miyako Miya. C'est ceux qui ont fait, j'en ai fait un autre conte de quelque chose, je vous mettrai la vignette. Et ben, ça m'intéressait vraiment beaucoup. On est plus dans le mode tranche de vie, si j'ai bien compris, mais c'est celui-ci, donc le premier tome, Louvre. Voilà. Et à l'arrière, on dit Conte fabuleux de la nuit. C'est ça l'autre qui est paru chez le Renard Doré. Et à l'arrière, on dit il était une fois un frère et une sœur un peu différents du commun des mortels. Ces 2 bergers aspirent à vivre en paix, loin des rumeurs et du tumulte de la ville, dans un coin de nature délaissé par les humains, le mont gémissant. Seulement, les habitants des environs profitent de la moindre occasion pour réprouver la malédiction de la sœur. Avec ses oreilles pointues, son pelage et sa carrure imposante, difficile de passer inaperçu quand on a le physique d'une louve. Après ces contes fabuleux de la nuit, Miyako Miya dessine sa toute première histoire longue qui prend la forme d'une fable autour de l'acceptation de la différence. Donc, et à l'intérieur, c'est un peu plus chargé que qu'est-ce que j'aimerais. Un peu plus brouillon, disons. Pas brouillon, mais l'effet que ça donne, c'est un peu moins épuré que ce que j'aime, mais quand même. Donc, je voulais vraiment le tester. On a quand même des compositions un peu, encore une fois, qu'on ose ici. Donc, voilà. Ça, j'ai décidé de les acheter. Les Renard Doré, je pense que je vais peut-être pas les acheter systématiquement, mais je vais en prendre quand même ponctuellement. Donc, ça, je suis allée l'acheter dans une librairie indépendante cette semaine. Et une nouveauté qui est sortie à la Courte Échelle dans la collection Poésie, Petite douceur de Véronique Grenier chez la Courte Échelle. Et ça, ben, si vous n'aviez pas, c'est des... En ce moment, c'est comme des romans en vers libre qui abordent absolument des sujets assez difficiles. Donc, maintenant, c'est rendu plus courant. Il y en a beaucoup de collections qui sont comme ça. Mais si je me souviens bien, c'est eux qui avaient lancé le bal un peu de ces collections-là, avant même que Unique arrive ou que Youku, je me souviens plus. Je vous mettrai en tout cas, chez la... Pas la bagnole, chez les Malins, je pense, ou la bagnole, je me souviens plus. Youku Uma, je me souviens pas. C'est une autre collection aussi qui est comme ça. Bref. Alors, ceci, et on est vraiment sur un roman en vers libre, comme je vous dis. Comme ça ici. Et celui-ci à l'arrière, ça dit « Il y a des jours où tout va mal. Des jours qui nous échardent. Après avoir fui l'école sur un coup de tête, une adolescente se réfugie dans sa chambre. Avec son cahier et ses crayons, elle s'attelle à explorer différentes façons d'apaiser la douleur. De la poésie qui parle des gestes doux qu'on peut poser envers soi-même lorsque le quotidien devient trop lourd à porter. » Ça a l'air vraiment bon. Donc ça, c'était déjà des achats prévus de nouveautés. Donc ça vient juste de paraître. Ça aussi, ça c'est européen, québécois. Donc voilà. Et j'ai reçu une commande. J'ai décidé de refaire les provisions de... Attention, bruit. Refaire les provisions de mini casse-tête. Parce que là, il m'en reste juste 3 à faire. Ça paraît pas, mais... Puis là, ben, je cherchais au départ des casse-têtes qui étaient plus printaniers, mais j'en ai moins trouvé. Mais bon, j'achète quand même parce qu'en fait, ce sont des casse-têtes Trivel que j'aime beaucoup. C'est une compagnie... Je pense que c'est normande. Je me souviens plus. Donc en France. Mais au Québec, si Forpon, c'est disponible dans différents détaillants. Puis là, ben, j'encourage toujours le même endroit où il y en a. Puis bon, ben, voilà. C'est ma façon un petit peu de soutenir ici. Mais en même temps, c'est des super bons casse-têtes. Donc, il y en a un. Je vais vous les montrer un après l'autre si j'arrive à focusser. Donc, il y en a un ici, comme ça ici. Donc, une petite prairie moutonnée. N'est-ce pas? Ça, c'est un peu plus printanier. Après, j'essaie de voir si je peux vous trouver. Ça, c'est plus, je dirais, estival, mais de nuit. Est-ce qu'on arrive à focusser? Hein?
Ensuite, ça, c'est très arbre enchanté. Ça ici, on est plus vers la fin de l'été, je dirais. Et là, je l'ai pris pour l'Halloween. Je le trouvais trop joli. Donc, encore une fois, c'est toujours des mini casse-têtes de 100 pièces, il me semble, 100 morceaux, 99 morceaux. Puis, ben voilà. Donc, ma petite réserve. Alors, voilà, c'est mon segment. Ça va être pas mal le maximum que je suis capable de faire pour aujourd'hui. Donc, je vais aller me reposer et ben, je vais vous reprendre dès que j'ai un peu plus de peps. Demain, je travaille, pas le choix. Puis là, mal de tête, mal de tête, j'aurai pas le choix. Mais c'est une demi-journée, donc je devrais survivre. Puis ben, pour le restant de la fin de semaine, je vais continuer mon un jour, un graphique jusqu'à dimanche. Et je sais pas, peut-être que ce que je vais tout monter mon vlog. Mais dans le fond, c'est vrai, là, je suis décalée en période. J'ai déjà un vlog pour dimanche. Voyons, je suis tellement en avance. Donc, vous allez avoir mon un jour, un graphique complet dans celui-là. Si je passe pas 20 minutes à chaque fois pour vous parler d'une lecture. Bon, ben allez, je vais faire ma sieste. Hey, bonjour! Alors, on se retrouve, on est le samedi 26 avril, en fin de PM. Toujours aussi, comme on dit en anglais, under the weather. Donc, je suis encore pas top, mais bon, j'allais travailler ce matin pareil parce que il fallait. Et ben là, je vous prends parce que ben, j'étais censée aller courir, mais finalement, je vais pas assez bien et il pleut. Donc, je me suis dit que j'allais plutôt vous parler de petites choses que j'ai faites, c'est-à-dire terminer le fameux The Stranger Diaries d'Ellie Griffiths. Hey, c'était vraiment bon. Je pense que j'avais aucune attente. Puis je pense que j'avais comme un préjugé. Là. Je me disais, je sais pas, avec les autres romans qu'elle avait écrits, Ellie Griffiths, on dirait que j'avais comme une perception potentielle de peut-être, comme je vous disais, romans à clé, romans un peu commerciaux, un peu en surface. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était très troublant, très glauque. En même temps, il y a quelque chose d'assez cocasse. En effet, on finit par retrouver la fameuse inspectrice dont je vous parlais. Merde, je me souviens plus. Arbender, je pense. Donc, c'est une enquêtrice qui a décidé de faire sa place, comme je vous disais, par elle-même dans ce métier-là, malgré ses parents. Ses parents sont d'origine indienne et ils ont comme d'autres genres d'attentes pour elle. Et en plus, son orientation sexuelle fait en sorte que ses parents, en fait, sont pas au courant, mais bon, elle est lesbienne et c'est pas nécessairement quelque chose qui rentre relativement facilement dans la culture de ses parents, en tout cas ses parents à elle. Et ben voilà, donc on va la retrouver, essayer de justement boucler les boucles, essayer de cheminer dans ce mystère-là qui est, ma foi, très habile, très habile. Ça joue, comme je vous disais, sur les différents points de vue. On va toujours garder cette espèce d'alternance-là, pas nécessairement égale, pas nécessairement chronologique, mais entre le point de vue, en fait, de la prof, je me souviens plus de son nom déjà, c'est pas bon, d'une prof dont la meilleure amie est décédée, le point de vue de la fille de cette prof-là, le point de vue de l'inspectrice et des extraits de la fameuse nouvelle qui s'appelle The Stranger, qui a été mise à l'étude et qui a un rapport indirect et direct avec les meurtres en question. Et quand rendu à la fin, en fait, j'avais aucune idée où on s'en allait. C'est quand même une formule où
le lecteur n'a pas toutes les clés, mais c'est correct, c'est super intéressant. Et c'est vraiment un roman d'ambiance aussi. Donc, c'est un policier avec une teinte un peu... qui a des références un peu sciences occultes, Dark Academia un peu. En même temps, ça se passe maintenant. Contexte d'Angleterre. Euh, contexte de collège avec, comme je vous disais, des, des choses que les gens taisent, des choses qui vont envier à d'autres, des choses qui vont avoir une influence sur la suite des choses. Beaucoup de bousculage, ça se dit pas. On bouscule beaucoup, en fait, les préjugés, les certitudes, techniquement, de la société, les attentes et tout ça. Ça, je trouve ça super intéressant. Puis on les bouscule à différents niveaux, là. Pas, là, je ne sais pas de l'enquêtrice, mais c'est pas... En fait, c'est juste parce qu'elle parle de ce que ses parents pourraient penser de ça, mais c'est pas central, en fait, là. Ça, on aurait pu ne jamais savoir, puis ça n'aurait pas été nécessairement important, mais c'est juste que, comme elle en parle, j'en ai parlé, là, mais ça caractérise quand même un petit peu aussi sa prise de position par rapport aux autres en disant, ben, genre, j'ai pas besoin de personne d'autre pour assumer qui je suis, puis je me sens pas ashamed de ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'en ai parlé. Mais dans d'autres sphères aussi, on va avoir des choses qui sont atypiques. On va aller au-delà du préjugé. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant tout ce roman-là, on a quand même le principe de... Comme on a plusieurs points de vue, on a quand même presque le principe du narrateur pas fiable. Donc, on ne sait pas trop si le narrateur est fiable. Donc, quand on va justement suivre, c'est Caitlin, je ne me souviens plus, Claire, je ne me souviens plus de son nom, l'enseignante, dont la meilleure amie est décédée. Donc, quand on va suivre elle, à un moment donné, plus l'histoire avance, plus ça s'imbrique, plus tout le monde a l'air interrelié, plus malheureusement les morts se multiplient, plus les références avec l'histoire de Strangers, on sent qu'il y a comme des similarités, puis on est comme un peu inquiet. Bien, moins on a l'impression qu'on est capable de se fier à tout le monde. Même quand on suit sa fille qui a 16 ans, presque 16 ans, qui justement fait son petit bonhomme de chemin, puis qu'elle explore beaucoup, beaucoup en dehors des sentiers battus, et plus dans l'occulte. On fait référence aussi à l'Écosse et aux Highlands, donc vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, tout ce qui est voyance et tout ça, communication avec les esprits et tout ça. Donc, habituellement, c'est pas particulièrement ma tasse de thé, mais là, c'était vraiment habile, j'ai trouvé. La durée est parfaite, les personnages sont vraiment bien campés, sont sympathiques, ils sont quand même assez, disons, distinctifs, sans être nécessairement archétypaux. On a des belles surprises par rapport à des personnages pour lesquels on n'aurait pas nécessairement eu d'attente d'originalité particulière ou souvent on pense que ça va être super tranquille puis finalement on fait comme ah ouais pour vrai ok c'est bon. J'ai vraiment beaucoup aimé cette autrice-là, à la fois ses idées, à la fois sa plume, ce qu'elle propose, finalement l'enquêtrice qu'elle me propose aussi qui va suivre. Puis là, ben, j'ai vu qu'en français, je pense qu'il y en a juste 2 qui ont été traduits, mais ce que j'ai vu, c'est qu'à date, est rendue à 4 tomes pour les enquêtes de cette enquêtrice-là. Puis ce qui est spécial, c'est que le livre avance pendant une bonne partie avant qu'on finisse par avoir le point de vue de l'enquêtrice qui prend de plus en plus de place. Je ne sais pas si tous ces meurtres vont être liés à la littérature, mais je pense que oui. Parce que ça disait que ça faisait que ceux qui avaient aimé les Magpie Murders de Anthony Horowitz pourraient aimer Ellie Griffiths. Puis c'est vrai que c'est un peu ça, c'est un peu cette ambiance-là. C'est-à-dire que c'est un roman qui se prend pas au sérieux, mais c'est un roman sérieux. Je sais pas comment dire, mais il y a de l'humour. C'est le côté un peu fin britannique, mais il y a de l'humour. En même temps, on rit pas du lecteur, donc on est quand même sérieux. Il y a un développement, c'est super bien construit, super bien ficelé. Mais en même temps, comme lecteur, des fois, on va quand même sourire un peu in petto. Il y a vraiment des petits clins d'œil sympathiques, puis pas juste dans les dialogues, des fois juste des situations ou des types de personnages qu'on va vraiment trouver intéressants qui vont être là. Donc, oui, tout à fait. Donc, Ellie Griffiths, en tout cas, cette série-là, de ce que je peux voir, c'est qu'elle a écrit aussi Les Mystères de les Ruth Galloway, je pense que c'est ceux-là que je lisais un peu, je regardais un peu, puis je trouvais que ça, peut-être que c'est moi, là, ça semblait moins un peu être quelque chose qui m'interpelle. D'ailleurs, si vous les avez déjà lus, dites-moi-le.
c'est ce que vous en avez déjà lu, du Ellie Griffiths, puis genre, c'est juste moi qui est en retard de 100 ans. Si oui, qu'est-ce que vous avez lu? Mais je vais définitivement poursuivre cette série-là. Donc, fort sympathique. Oui, vraiment, j'apprécie. Et avant de lire mon roman graphique de la journée, là, j'ai un peu tergiversé, je ne sais pas qu'est-ce que je vais lire. Ça se peut que je lise... il y a le nom Marshmallow. Marshmallow et Jordan, je pense, ça a été traduit en français aussi. Ça se peut que je lise celui-là. Sinon, il reste de mes fameux mangas de chez Le Renard Doré, mais là, on dirait que j'étais comme moins dans le mood pour le moment. Fait que je vais voir ce que je vais faire, mais il me resterait ça. Sinon, j'ai commencé, je me suis replongée dans un Ragnar Jonasson finalement. Et je ne l'ai pas en livre audio, je l'ai en livre numérique. Là, j'ai fait un peu de voix d'assistance pour un bout, mais je vais continuer en numérique. Et en fait, je poursuis la série, je pense que c'est Dark Iceland. Donc, il a commencé par Snore, je ne sais pas comment on le prononce, mais je vais mettre la couverture. Puis je les ai lus un peu dans le désordre involontairement, cette série-là, parce qu'en fait, c'est toujours un peu compliqué pour les romans islandais, parce que des fois, il y a un ordre de parution, puis il y a aussi l'ordre de narration. Là, je pense que je suis l'ordre de parution en Islande. Je suis pas trop certaine, mais bref, je suis rendue à... Encore une fois, je suis désolée pour la prononciation, mais ça s'écrit Nat, mais ça ne doit pas se prononcer comme ça. Donc, on va retrouver les fameux inspecteurs Harry Thor qu'on a retrouvé dans Snore et qui essaie de se sortir un peu d'une espèce de marasme dans lequel il est. Ça fait peut-être 1 an et demi qu'il est arrivé justement dans cette espèce de bourgade-là qui est parti, lui, de Reykjavik. Là, il n'est plus là. Puis, bon, ça s'est moins bien passé avec sa copine de l'époque. En même temps, plus ça va, puis plus il arrive à... Plus on lui confie des responsabilités au sein du poste de police auquel il est arrivé. Donc, dans celui-là, on va découvrir que, en fait, il y a un corps horriblement tabassé qui a été retrouvé donc, par quelqu'un et il va être responsable de cette enquête-là. Puis, en parallèle, on va voir qu'une journaliste va aussi être mêlée à cette enquête-là parce qu'elle va avoir eu un filon d'informations puis elle va se lancer là-dedans. Mais elle va se lancer avec beaucoup de... Elle va être beaucoup dans la proximité, disons. Et ça me fait rire parce que je n'avais pas réalisé, je me souviens pas si dans ce il y avait aussi une journaliste, parce que dans celui-là, ça me fait vraiment penser au duo typique norvégien de Jan Horst, qui est toujours avec un enquêteur et une journaliste. Mais là, je pense pas qu'ils collaborent, je pense que c'est juste que ça fait partie des personnages qui sont là. Alors, voilà ce qui se passe pour moi en ce moment, entre deux repos. Donc, voilà, je vais reprendre quand je peux. Hey coucou, alors je vous reprends finalement après la lecture de mon roman graphique dans cette luminosité un peu douteuse, mais bon, j'avais pas trop envie de mettre les lumières artificielles, fait que on va faire avec. Alors finalement, j'ai en effet lu Marshmallow et Jordan d'Alina Chow, ou Cho, je sais pas. Donc c'est une autrice qui est une sino-indonésienne, quelque chose comme ça, donc les parents, un parent chinois, un parent indonésien. Et ça se passe en Indonésie. Et on va suivre Jordan, qui est une jeune fille qui, je dirais, c'est middle school, donc peut-être 11 ans, 10-11 ans, et qui a eu un accident, elle est en fauteuil roulant, a eu un accident, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais elle est devenue paraplégique. Puis avant, en fait, c'était une championne de basketball. Et on la voit alors que, bon, ça fait quelques temps qu'elle est assez réhabituée, en fait, à fonctionner avec son fauteuil roulant. Puis c'est une jeune fille qui est très déterminée, est restée impliquée dans l'équipe, mais malheureusement, elle n'a pas le droit de faire des compétitions officielles. Donc, elle a le droit de jouer avec les filles en fauteuil roulant quand elle est à l'école, mais dès qu'elle s'en va en compétition, il y a des règlements qui font en sorte qu'elle est censée être obligée de pouvoir courir elle-même et non pas avec le fauteuil roulant. Donc, on va la suivre, on la voit, on comprend un peu ses amitiés qu'il y a ça aussi, puis le fait qu'elle est vraiment une jeune fille déterminée. Puis un soir, qui revient d'une partie où, en fait, elle coach un peu l'équipe quand le coach n'est pas là. Donc, tu sais, elle reste vraiment impliquée et tout ça. Puis ses amis, ses amies joueuses la supportent beaucoup aussi. Puis une fois qu'elle revient, à un moment donné, un soir, elle rentre, puis elle voit dans un parc pour enfants un éléphanteau blanc qui est là, puis qui a l'air d'être blessé à la patte. Et puis, ben, finalement, elle le ramène à la maison. Et sa maman, elle, les vétérinaires. Donc, elle ramène à la maison.
Et là, ben, elle demande à sa mère de la soigner. Sa mère, au début, elle est comme, ben là, on va pas garder un éléphanto dans la maison. Mais finalement, elle s'informe puis elle se rend compte que cet éléphanto-là appartient à personne en particulier. Puis bon, elle est dans ce coin-là, j'imagine que c'est quand même à l'âge. Ça semble être courant, mais c'est correct. Donc, elle va la soigner. Puis, cet éléphanto-là, Jordan va l'appeler Marshmallow parce que c'est ça qui a l'air d'être un nom qui lui plaît. Et il va comprendre rapidement la réalité de Jordan et surtout, on dirait qu'il va voir c'est tout son potentiel, en fait, tout ce qu'elle pourrait faire encore plus que qu'est-ce qu'elle fait maintenant. Et il va comme l'initier un peu par la base à la natation. Donc, il va faire une piscine dans la cour alors qu'elle ne regarde pas trop. Puis, il va l'initier à la natation alors qu'elle n'avait jamais... Ben, elle nageait avant. On comprend qu'elle faisait du triathlon, mais elle n'avait pas renagé depuis son accident. Et éventuellement, son coach de basketball va la voir nager, puis il va se dire, parce que c'est une extraordinaire buteuse, donc vraiment, elle a tout un bras, puis tout ça, puis il va dire, ah ben, on pourrait la recommander pour l'équipe de water polo. Donc, on va la voir, évidemment, tout ce qui est un peu début d'adolescence, elle arrive dans un nouveau sport, ça la déchire le cœur parce qu'elle quitte un peu son équipe de basketball, mais en même temps, c'est ses meilleurs amis. Mais là, elle arrive dans une équipe où elle n'a pas d'amis nécessairement. La capitaine est un peu rough, elle veut pas trop avoir une nouvelle personne. Pour elle, c'est super important qu'il gagne, puis là, elle a vraiment des préjugés et tout. Donc, on va la voir évoluer là-dedans, comment l'amitié puis la solidarité vont faire en sorte que potentiellement, les choses vont aller éventuellement pour le mieux. Mais on va aussi être dans un contexte écologique particulier, parce qu'en Indonésie, dans le fond, avec les changements climatiques, il y a de plus en plus de grandes sécheresses. Et là, éventuellement, on va avoir une grande sécheresse qui va affecter une grande partie de l'île où ils sont. Et ça va commencer à avoir un impact sur les gens qui vont à l'école parce que malheureusement, leurs parents vont perdre leurs emplois puis ils ne pourront plus rester sur cette île-là. Ils vont perdre leurs emplois parce que c'est l'agriculture qui est une des activités principales sur cette île-là. Puis avec les sécheresses, ça ne fonctionne pas. Et ça va même avoir un impact sur le fait que, éventuellement, ils ne pourront plus poursuivre les activités de water polo à l'école parce que c'est de l'eau qui devrait être utilisée pour les activités commerciales. Donc, éventuellement, on va comprendre, en fait, qui est le fameux Marshmallow, l'éléphanto. Donc, j'en dirai pas plus. C'est vraiment une histoire, je dirais... c'est une histoire une histoire bienveillante, inspirante, avec des modèles super positifs. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le personnage de Jordan, c'est une personne qui a une réalité différente par rapport à ses capacités physiques, mais elle n'est pas du tout dans la victimisation. On sent qu'elle a quand même des émotions, donc c'est sûr que c'est pas que ça lui fait rien de potentiellement, dans le fond, pas faire partie des équipes ou pas pouvoir compétitionner, mais c'est elle qui est vraiment déterminée, puis elle ne se sent pas définie par son handicap. Donc, c'est sûr que ça, c'est super intéressant à voir. Le côté visuel est vraiment beau aussi. On est vraiment en teinte un peu pastel avec des délavés et tout. Puis il y a un petit côté un peu onirique. On va comprendre un peu plus vers la fin pourquoi il y a ce côté-là. Puis c'est intéressant parce que c'est un petit peu quand même un petit clin d'œil, un petit tour d'horizon sur la culture en Indonésie, tout ce qui est aussi croyance et tout ça par rapport à aux esprits plus grands que nous et tout ça. Donc, c'était une bonne lecture. J'ai pas eu un coup de cœur pour ce roman graphique-là, mais c'était vraiment une bonne lecture. Je suis contente de l'avoir découverte. Puis, je pense que ça vaut la peine quand même de mettre ça dans toutes les mains. C'est du 9-12, comme je vous disais, à mon avis. Puis, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que, en tout cas pour nous, vu que moi, je suis au Québec, là, mais ça nous fait voyager aussi un peu au niveau culturel. Puis, ça nous donne vraiment un petit coup un petit coup de pied au derrière pour les journées où on a l'impression qu'il y a juste la grisaille qui existe avec Jordan et son Marshmallow qui est beaucoup plus qu'un éléphant finalement. Ça donne envie de poursuivre un petit peu autrement. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais, tout ce dont je voulais vous parler. Puis je vous reprendrai dès que j'aurai ma nouvelle lecture un peu plus avancée de Ragnar Jonasson. Allez, à tantôt! Mais je me rends pas trop compte. Donc j'ai vraiment jamais calculé le montant. Et puis en plus, bah, ça dépend clairement des livres parce qu'en fonction du nombre de lignes, de caractères et tout par page, ça varie clairement. Et bonsoir, alors on est le dimanche 27 avril.
fin de journée, en fait soirée, donc d'où ce savoureux éclairage. Je viens de terminer 2 lectures qui étaient vraiment coup de poing. Alors, tout d'abord, j'étais en train de lire le fameux Nat de, je dis pas comme faux, là, de Ragnar Jonasson. Donc, le tome, je sais plus dans quel ordre c'est, mais en parution, je pense que c'est le tome 2 dans la série Dark Iceland. Donc, on retrouve le fameux détective Harry Thor. Et écoutez, c'est vraiment troublant. Ça semblait être une enquête qui était sombre. Comme je vous disais, là, on est toujours avec le détective et en parallèle, la journaliste qui va finir par enquêter un peu sur les mêmes choses au bout du compte. Et en fait, à partir de peut-être la moitié du livre, ce qui est habituellement typique de la structure, dans le fond, de Ragnar Jonasson, particulièrement dans ses plus récents romans, ça prend du temps avant d'être installé. C'est un peu polar scandinave, c'est vrai. Mais à partir de la moitié, dans le fond, les deux voies d'enquête vont commencer à se complexifier. Et dans celui-là, j'ai trouvé, et je ne me souviens plus si c'est dans Snore, je me souviens plus comment on prononce ça, mais le premier tome, en fait, d'Harry que j'ai lu, je me souviens plus s'il y avait autant de place qui était laissée à la vie personnelle le bagage, la vie personnelle des personnages, de certains personnages principaux. Mais dans ce cas-ci, on est vraiment là-dedans. En fait, c'est une enquête. C'est une enquête qui tourne autour d'un crime violent. C'est aussi une enquête qui joue évidemment dans les non-dits, les secrets terribles, qui révèle le côté sombre de la société. Il y a beaucoup de trigger warning. Je ne peux pas vous les nommer parce que sinon je vais vous divulgacher une partie, mais disons qu'on est quand même dans l'ordre des violences, violence, exploitation, emprise en lien avec les violences sexuelles. Bon, c'est quand même relativement malheureusement souvent l'objet dans des crimes qui sont utilisés dans les polars scandinaves. Ça prend quand même une certaine place quand même. Il y a un récit de certaines choses qui sont en lien avec le passé qui vont être faites par certains personnages assez ben, peut-être pas en détail, mais ça prend quand même une certaine place. Donc, juste pour vous dire, si c'est des sujets globalement de loin qui vous interpellent un peu trop, ça nous interpelle toutes et tous. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ça que je veux dire, mais bref, si pour vous, ça vient chercher quelque chose vraiment de fragile, c'est peut-être pas le meilleur roman pour vous, mais ça amène vraiment, bon, ces réalités-là, puis comment l'humain réagit par rapport à ça. Puis ce que j'ai trouvé de particulier, c'est que il n'y a aucun des personnages là-dedans qui est parfait. Donc, ni les enquêteurs, ni les personnages impliqués indirectement ou indirectement dans les crimes, personne n'est parfait. Fait que c'est troublant parce que on est en fait en face de la justice qui doit se faire. On est aussi en face de d'autres voies détournées que parfois va prendre la justice sans que ça passe par le système, ce qui est toujours une pente glissante. En même temps, on est confronté à des choses qui sont horribles. Donc, on comprend un peu le contexte dans lequel les choses vont se passer. Et ben, on est confronté à nos propres biais moraux, finalement, là-dedans. Donc, je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais à... Dans ma tête, il y avait un peu moins de, comme je vous disais, études de l'âme humaine. Puis en fait, je suis agréablement surprise. Agréablement, ça n'a pas été une lecture agréable. C'est pas agréable comme contenu, dans le sens que ça mettait en scène des choses qui étaient totalement horribles. Mais c'est super bien fait, je trouve. Une très forte alternance de points de vue, quand même. Par contre, il n'y a pas autant de points de vue que dans le roman précédent dont je vous ai parlé. Mais dans celui, dans le fond, on alterne les points de vue, c'est plus typique, là, c'est plus enquêteur et journaliste. Mais on a quand même d'autres points de vue un petit peu, on a quelques petits sauts dans le passé, mais c'est bien fait. C'est comme je vous dis, ça se fait à une fréquence rapide, les chapitres sont courts. On garde l'intérêt, ça bouge beaucoup. Même si la mise en place est un peu longue, mais en fait, c'est comme si on nous présente vraiment beaucoup les personnages. Puis, en fait, une chance parce que finalement, ce roman-là tourne plus particulièrement sur le hors-enquête que sur l'enquête en tant que telle.
Donc, vraiment, c'est spécial. Je me souviens plus du tout comment j'avais reçu le premier tome de la série, on dirait. Puis il me semble que j'en ai lu un, que je pensais être le deuxième, puis qui finalement était le cinquième. Je me souviens plus, je pense que c'est Mork ou Mork, M-O-R-K. Il me semble que je l'ai lu celui-là aussi. Puis je me souviens pas de ce qui m'est resté de cette lecture-là. Mais celui-là, je suis comme, hey, Ragnar Jonasson, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je pense quand même que c'est bien les lettres dans l'ordre, mais comme l'ordre était particulièrement difficile pour cette série-là à déterminer, il y a eu l'ordre de publication, il y a eu l'ordre de traduction en français, il y a l'ordre chronologique de narration des événements. Et puis là, ben, le personnage principal, l'enquêteur Harry Thor, qu'on trouve super attachant dans celui-là, disons que ça nous fait voir vraiment le fait que le personnage est vraiment pas juste en deux dimensions. Ça nous fait nous questionner particulièrement sur comment... Ben c'est ça, comme je vous disais, où sont nos balises morales et tout ça. Donc, j'en dis pas plus. Je peux pas vous en dire plus, sinon je vais vraiment vous divulgacher. Mais lecture très prenante, très remuante. Et là, je me suis dit que je vais lire mon roman graphique pour la dernière journée de Un jour en graphique. Alors, merci encore à la Bibliothèque de Laurie d'avoir proposé ce challenge-là, qui, comme je vous dis, c'est pas quelque chose de nouveau, mais ça a bien tombé pour moi cette semaine. Donc, je vais avoir complété mon challenge. Puis là, je me suis dit, je vais lire une BD. J'en avais beaucoup à la maison, mais il n'y a pas rien qui me tentait. Puis je me suis dit, je vais aller plus dans les nouveautés. Donc, j'ai trouvé en numérique une BD que j'avais vue passer, qui est sortie récemment chez Pau, qui est une traduction. Puis là, je me suis dit, je vais lire ça. Ça a l'air quand même chargé, mais je pense que ça devrait aller. Le dessin est assez épuré. Il a l'air un peu, à la limite, naïf et tout ça. Et bon, voilà, je me lance. Alors, c'est Tsunami de Ned Wenlock. C'est chez Pau. Traduction de Alexandre Fontaine, je pense. Et voilà, donc je me lance là-dedans. C'est pas léger. Et ça m'a donné à peu près le même genre de réflexion que le fameux Ragnar Jonasson dont je vous parle, parce que Tsunami, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Peter, qui est au... Ben là, je pense qu'on est dans le système anglo-saxon, fait que ça dit que ça va aller high school, fait que pour moi, il est dans middle school, fait qu'il doit être genre secondaire 2, 3 peut-être, là, ici au Québec. Et bon, il s'en va là, c'est quelqu'un qui est un peu singulier comme jeune homme. À la maison, ses parents, on sent qu'ils sont sur le bord de la séparation, là, ça va pas bien, ils se critiquent devant le jeune, ils s'ostinent et tout ça, puis bon. Et à l'école, il va devenir le souffre-douleur d'un certain Gus, qui est un peu... qui fait son gros tough, puis qui est vraiment quelqu'un, tu sais, il va vraiment comme pas juste le gosser, il va lui donner un surnom affreux, mais tu sais, il va physiquement s'en prendre à lui, il va vraiment le harceler, tu sais, il va même lui exiger des... Il va le menacer en disant, si t'en parles, je vais te mettre dans une boîte, puis je vais faire comme mon chat, puis je vais t'enfermer dans une boîte, puis je vais le laisser sur l'autoroute pour que les gens te roulent dessus. Fait que ça trotte en tête de Peter, puis à un moment donné, il va avoir une nouvelle qui va arriver à l'école. Charlie, qui vient du Royaume-Uni. Puis cette nouvelle-là va comme venir un peu changer la donne, entre guillemets, parce que dans le fond, du harceleur et du harcelé, elle va arriver, puis elle a vu d'autres choses, puis son approche est vraiment de, disons, 100% communication. Simplicité, authenticité, communication, fait qu'elle, puis elle a pas peur, c'est une grande... tu sais, dans le sens qu'elle ne se laisse pas intimider par nécessairement les intimidateurs. Elle peut comprendre que des gens qui vont agir bizarrement, peut-être parce qu'elle ne comprend pas tout leur contexte et tout. On comprend aussi que la famille de Gus, c'est une famille où ça a l'air d'être pas très facile. Le père n'est pas là. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de douceur qui l'entoure. Et éventuellement, Peter va se tenir beaucoup avec la nouvelle, parce qu'elle va comme un peu le prendre sous son aile. Puis éventuellement, il va comme un peu switcher, Peter. Il va passer du harcelé à harcelé et figé à j'ai besoin de me venger. Puis là, il va devenir quelqu'un qui, en fait, il va prendre une pente qui est une pente glissante. Les choses vont se passer et éventuellement, les choses vont se retourner finalement contre le fameux Gus. Peter, on va voir qu'il est très troublé, il va avoir des fugues, il va avoir plein de choses qui vont se passer, puis il va même avoir des choses qui sont assez terribles qui vont se passer. C'est particulier, en même temps, c'est trop
c'est marquant, c'est pas quelque chose qui est nouveau malheureusement pour nous autres parce que c'est des histoires des jeunes qui se font intimider, harceler pendant trop longtemps à un moment donné. En fait, c'est toujours trop longtemps, là, même si c'est 5 minutes, mais bref, pendant longtemps, qui ont peut-être pas un entourage qui les écoute ou qui les supporte, puis qui deviennent finalement potentiellement des harceleurs à leur tour ou qui complètement perdent un ancrage dans le réel, puis font des choses qui sont absolument en dehors des, de leur valeur ou de leur balise morale habituelle. On est là-dedans. Puis ce qui est particulier, c'est que ça fait vraiment basculer le lecteur, de le confronter encore une fois à c'est quoi ses repères moraux. Est-ce que, est-ce que l'espèce d'empathie qu'on a pour la personne harcelée, est-ce que ça va basculer vers le harceleur qui devient harcelé éventuellement quand les actions sont pour nous autres en degré plus ou moins grave, même si tout est grave dans tout ça, là, mais je parle en termes de degré de gravité. C'est particulier, puis je vous dirais que c'est pas confortable. C'est vraiment pas un roman graphique qui est confortable. Je pense que je peux pas. En tout cas, peut-être que des gens qui vont avoir des opinions arrêtées, puis que tout le long de leur lecture vont pas se sentir confrontés dans leur repère, mais je pense que c'est à la limite sain de se sentir confronté pour justement voir qu'est-ce que c'est quoi les billets. Ça permet de voir à quel point l'amitié peut changer les choses. Aussi de voir à quel point des fois, ça prend pas beaucoup de choses pour que le cours d'une pente glissante se détourne puis reprenne un chemin droit et inversement. Puis comme quoi l'amitié peut faire une grosse différence dans tous les sens du terme. C'est particulier. Puis le fait que ce soit des traits, en fait, c'est décidé par Ned Bunlock, c'est des traits super épurés. Je vais vous mettre juste quelques petites images là, parce que j'en mettrai pas beaucoup. Là, je l'ai lu en numérique, mais c'est très épuré, c'est très naïf comme dessin, mais crime que c'est vraiment chargé. Je pense que le fait que ce soit super épuré et naïf comme ça, on va encore plus à l'essentiel. On n'est comme pas distrait par des fioritures. C'est déjà des personnages qui sont particuliers, qui nous font vraiment nous concentrer sur qu'est-ce qu'on perçoit d'eux autres. Et dans le fond, tout le monde a un peu l'air un peu étrange avec ces espèces de traits-là. Puis on pourrait se dire que c'est un monde qui est loin du nôtre, mais c'est pas un monde qui est si loin du nôtre. On sait que c'est quelque chose qui est très courant. On sait que ces extrêmes-là peuvent être atteints. On est aussi avec des jeunes qui sont à l'adolescence, mais même si c'était pas à l'adolescence, mais dans ce cas-ci, en plus à l'adolescence, avec tout ce qu'il y a comme bousculade dans les hormones, dans les émotions, dans le manque de vocabulaire émotionnel, de ressources potentiellement ou d'outils dans certains cas. J'ai pas pu mettre que c'était un coup de cœur parce que je vous avouerais que la partie visuelle, même si je reconnais le fait que c'est utile que ce soit aussi épuré, comme je vous dis, parce que ça fait un clash, puis ça nous concentre sur vraiment le contenu, en fait, puis ça nous confronte justement sans phare, sans tambour ni trompette à nos propres billets. Ça reste quand même que c'est une approche visuelle qui vient moins me parler d'emblée, donc pour moi, c'est sûr que dans un roman graphique, quand j'ai une approche visuelle, le type de trait, ça vient moins me toucher. C'est sûr que des fois, ça me fait un petit frein. Mais sinon, mais quel travail. C'est important, je pense, à lire. Ça vient tout juste de paraître au Québec, c'est en février 2025. Donc, c'est très, très récent. Puis je pense qu'en Europe, ça va paraître tout bientôt. Mais ça vaut la peine de le lire. Accrochez-vous. C'est pas des sujets qui sont faciles. Préparez-vous à réfléchir. Je pense que c'est quand même un roman graphique qui permet de stimuler la réflexion. Puis j'ai l'impression qu'à discuter en classe aussi, ça peut être intéressant. Évidemment, avec un accompagnement pour pas. Parce que quand même, je pense que ça vaut la peine. Ça peut potentiellement faire sortir beaucoup de choses, peut-être des gens qui n'auraient pas parlé, à la fois des personnes harcelées que des personnes harceleurs ou harceleuses.
Ouais, grosse fin de journée. Je n'avais pas prévu ça comme ça. Alors, ben, je vais laisser décanter tout ça. Je vais vous revenir avec peut-être une dernière lecture rapide si j'ai encore du temps dans ce vlog-ci, ou en tout cas au moins un petit bonjour pour vous dire, pour conclure le tout, parce qu'à mon avis, on approche pas mal d'une limite. Mais je vais essayer de me faire une autre petite lecture un peu plus douce peut-être. Mais de toute façon, je reviendrai là-dessus. Je vous en reparlerai dépendant de ce que je décide de lire finalement. Alors, allez, à demain. Hey, coucou! Alors, finalement, j'ai tout importé les fameuses séquences. Et le vlog est presque un long métrage, donc ce sera finalement la fin de ce vlog-ci. J'espère que ça vous a plu, le côté roman policier versus Un jour un grand. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. J'espère que vous allez avoir des bonnes lectures, puis je vous dis à la prochaine!